J'étais à mi-chemin de ma 3e chimiothérapie quand je l'ai remarqué. Juste un scintillement sur l'écran de mon téléphone, subtil comme une ombre passant sur la lumière. Je parcourais mes messages, essayant de me distraire de la perfusion chimique nauséabonde qui rampait dans mon bras. Le bout de mes doigts était pâle. Mes lèvres se sont gercées. Tout en moi semblait faible. Mais à cet instant, quelque chose s'est réveillé. J'ai ouvert mon application bancaire par habitude, sans trop d'attente. J'avais cessé d'attendre quoi que ce soit avec impatience ces derniers temps. Mais dès qu'elle s'est chargée, mon pouls a changé. Mes yeux se sont fixés sur un chiffre. 34 600 $0. Parti. Retiré d'un seul coup. Ma gorge s'est serrée. J'ai validé la transaction. L'application a mis une seconde de plus que d'habitude à charger les détails. Presque comme si elle connaissait la vérité. Derrière ce virement se trouvait une lame prête à me fendre. Silu est arrivé. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas n'importe quel nom. C'était un nom qui planait autour de ma femme, Arila, comme un parfum. On ne pouvait pas vraiment se défaire de ça. Elle l'avait présenté quelques mois plus tôt comme quelqu'un de son cercle de bien-être, un spécialiste du réalignement énergétique du deuil, quoi que ça veuille dire. Il aide les gens qui portent un poids émotionnel, avait-elle dit un jour. Je me souviens de sa façon de dire, les gens, pas nous, pas vous. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, trop occupé à vomir toutes les 2 heures et à essayer de trouver comment maintenir mon taux de globules blancs au-dessus du seuil fatal. Je n'avais pas la force de chasser les fantômes. Mais maintenant, le fantôme avait un compte en banque avec mon argent dedans. Je n'ai pas émis un son. Le bip de la machine à chimio a rempli le silence. J'étais assise là, clignant des yeux devant l'écran lumineux. La confirmation du transfert brillait comme un fer à marquer. J'avais envie de crier, mais aucun son ne venait. J'avais envie de m'arracher les 4 de mon bras, mais je ne bougeais pas. Je fixais juste, puis je clignais à nouveau des yeux. Puis je murmurais son nom. Arela. Ce n'était pas une malédiction. Ce n'était pas une accusation. C'était quelque chose de plus doux, de plus triste. Comme dire adieu à quelque chose qui est déjà parti. Elle avait toujours été belle, avec cette simplicité soignée. Ces longues tresses qui dansaient dans son dos quand elle bougeait, comme si elle pouvait vous convaincre que le feu était de l'eau. Elle savait dire les bonnes choses en public. Les discours de soutien de son épouse, les publications Instagram taguées #AmouretteLumière et #Guérir ensemble. Les gens nous adoraient. Ils disaient que j'avais de la chance qu'elle soit une déesse pour être à mes côtés, et je les croyais. Ou peut-être que je le voulais juste, parce que qui veut admettre que la femme qui vous tient la main à l'hôpital a déjà mis son cœur et maintenant votre argent dans la poche de quelqu'un d'autre? Les infirmières sont venues vérifier l'appareil pour me demander comment je me sentais, mais leur voix semblait parasite. J'ai hoché la tête au bon moment, répondu par monosyllabe. J'ai attendu d'être à nouveau seul. Puis j'ai ouvert notre discussion. J'ai parcouru ses messages. Je vais juste chez Silu pour un travail de respiration. Silas dit que tu devrais te concentrer sur la guérison vibratoire aujourd'hui. Silas pense que ta colère bloque tes progrès. Silas dit, Silas pense, Silu, Silu, Silu. Comme un foutu mantra. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la clarté que cela apportait. Chaque mensonge se démêlait avec une précision chirurgicale dans mon cerveau. Les nuits tardives, les week-ends de retraite, les jours où elle oubliait de récupérer mes médicaments et rejetait la faute sur la pharmacie. La fois où elle m'a dit que son téléphone était mort et qu'elle ne pouvait pas répondre à mon appel, mais a posté un selfie depuis un bar sur un toit avec la légende « Espace de guérison ». Je pensais qu'elle parlait de ses amis. Je ne savais pas qu'elle parlait de lui. Mon pouce planait sur le bouton d'appel. Je n'ai pas appuyé. Que allais-je dire? Que j'avais vu le transfert que je savais. Non, ce n'était pas comme ça que ça allait se passer. J'avais appris quelque chose ces derniers mois. La chimiothérapie apprend la patience. Elle apprend à rester immobile malgré la douleur et à attendre. J'avais attendu des nuits blanches, des scanners interminables, la peur suffocante que mon corps devienne mon ennemi. Je pouvais attendre encore un peu pour voir jusqu'où allait cette trahison. J'ai posé mon téléphone sur la tablette en plastique à côté de moi. Ma main tremblait, non pas à cause de la chimio cette fois, mais de quelque chose de plus profond. Chagrin, fureur, humiliation, tout cela mêlé. Et sous tout cela, quelque chose de dur et de froid. La résolution.
Il ne s'agissait pas seulement de la trahison d'Arila. Il s'agissait de ce qu'elle pensait de moi. Que je mourrais lentement, que je m'éteindrais en silence, sans jamais m'en rendre compte. Qu'elle pouvait siphonner l'argent de l'homme qu'elle avait épousé alors qu'il se fanait dans un fauteuil inclinable sans jamais en payer le prix. Le fait est que j'étais vide d'esprit avant que le cancer ne me vide de mon sang. Je calculais les chiffres comme de la poésie. J'étais stratège financier pour des clients historiques, je construisais des portefeuilles qui survivaient à la mort. J'ai un jour aidé une start-up technologique à passer du garage au Nasdaq en 14 mois. On disait que j'avais un esprit qui ne cligne jamais des yeux. Cet homme n'était pas encore mort. Il était juste enseveli sous des cicatrices et des poches de sérum physiologique. J'ai repris le téléphone, mais cette fois, j'ai ouvert un autre contact. Francis Den, mon avocat, mon ami de longue date, l'homme qui s'occupait de mon testament et de ma fiducie avant que je tombe malade. J'ai tapé un message simple. Il faut qu'on parle. Urgent. Puis je me suis rassise dans le fauteuil, la perfusion de produits chimiques me parcourant encore, et j'ai regardé le plafond. Ce combat ne concernait plus seulement mes cellules. Il s'agissait de mon nom, de ma dignité, de mon héritage. Et si Arila et Silas pensaient pouvoir m'étriper alors que j'étais trop faible pour le remarquer, ils allaient apprendre autre chose sur les patients atteints de cancer. On ne meurt pas facilement. On meurt en observant, en écoutant, en attendant le moment précis pour frapper. Et parfois, on ne meurt pas du tout. On s'élève. Au début, elle était douce. La main d'Arila était parfaitement ajustée à la mienne, chaude et ferme, comme si elle croyait pouvoir me maintenir les pieds sur terre alors que tout en moi s'effondrait. Je me souviens de son regard lors des premiers rendez-vous, comme si elle clignait des yeux trop longtemps, elle risquait de rater quelque chose d'important. Elle a pleuré doucement la première fois que je me suis rasé la tête, debout derrière moi dans la salle de bain, tenant le rasoir comme un instrument funéraire. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, que je préférais être chauve que mort. Elle a ri et m'a embrassé le sommet du crâne en murmurant « On va se battre ensemble ». Je l'ai cru, à chaque mot. Mais quelque chose a changé. Pas d'un coup, plutôt comme une érosion. Subtile, silencieuse. Au début, elle a arrêté de préparer le petit déjeuner. Elle disait que la cuisine la rendait nauséeuse maintenant. Toutes ces odeurs d'hôpital et ces contenants stérilisés qui s'infiltraient dans notre espace. Puis elle a arrêté de me conduire à la chimio, disant que le parking lui donnait des maux de tête. Je lui ai dit que je comprenais. J'ai menti. Bien sûr, j'ai remarqué. J'ai remarqué quand son odeur a changé. Quand elle a arrêté de porter le parfum que je lui avais offert pour notre anniversaire. Quand son téléphone était plus souvent face cachée qu'à son tour. Quand elle a commencé à dire des choses comme « j'ai besoin d'espace pour respirer ». Et l'énergie dans cette maison est tout simplement pesante. J'étais ce poids. Je le savais. Elle n'avait pas besoin de le dire, mais elle a fini par le faire. Un après-midi, je suis rentré d'une perfusion avec l'impression d'avoir été gratté à la cuillère. Je me suis effondré sur le canapé, m'attendant au silence, au repos. Au lieu de cela, j'ai entendu une voix d'homme venant de la cuisine. Douce. Trop douce. Je me suis relevé, pensant que c'était peut-être un entrepreneur ou un livreur. Mais non, c'était Silu. Un long sourire faux et fin. Silu, debout, pieds nus, sirotant une tisane comme s'il vivait là. Arila l'a présenté comme si de rien n'était. Voici Silas. C'est un consultant en soutien. Il va nous aider à traverser cette période. Nous. J'aurais voulu lui demander quelle partie de nous il aidait, mais je n'avais pas la force de discuter. Je luttais pour rester en vie, alors j'ai hoché la tête. Je lui ai serré la main. Sa peau était chaude et sèche, comme quelqu'un qui n'avait jamais rien touché d'inconfortable de sa vie. Il souriait comme s'il connaissait son secret. J'ai immédiatement détesté ce sourire. Silas est devenu un incontournable. Il n'était pas toujours là physiquement, mais sa présence subsistait en tout. Arila s'est mise à le citer comme un texte sacré. Silu dit qu'il faut exprimer sa gratitude chaque matin. Silu dit que la chimio bloque l'alignement énergétique. Silu dit que la douleur est une résistance et qu'il faut la libérer. Parfois, j'avais envie de crier, mais au lieu de cela, je regardais par la fenêtre et me laissais engloutir par le silence. La première fois qu'elle est restée dehors toute la nuit, elle n'a même pas essayé de mentir. J'avais besoin de dormir dans un endroit avec des vibrations plus élevées.
Elle a dit que c'était le terme qu'elle utilisait, des vibrations plus élevées. Comme si j'étais une fréquence mourante qui entraînait son âme vers le bas. Je me souviens l'avoir regardé préparer un petit sac de voyage, plier un pyjama en soie et du dentifrice bio avec un calme étrange. « Où vas-tu » ai-je demandé, même si je le savais déjà. « Silu a un loft de méditation » a-t-elle dit. Il a dit que je pouvais l'utiliser. Je n'ai pas discuté. Pas à voix haute, mais quelque chose a craqué en moi cette nuit-là. Je suis resté éveillé dans notre lit, celui que nous avions choisi ensemble après avoir visité cette salle d'exposition, et j'ai fixé l'espace vide à côté de moi. Je me suis remémoré toutes les nuits passées blotties l'une contre l'autre. Toutes les disputes que nous avions provoquées, tous les futurs que nous avions planifiés. Et maintenant, un étranger respirait dans cet espace. Portant mon peignoir. Buvant peut-être dans mon verre. Touchant ce qui était à moi. Non, ce qui était à moi. La trahison n'était pas seulement physique. Elle était spirituelle. Elle prétendait que j'étais toujours le centre de son univers alors qu'elle déplaçait progressivement son orbite autour de quelqu'un d'autre. Et pire encore, elle m'a fait remettre en question mes propres instincts, me manipulant avec des discours sur le bien-être émotionnel. Un soir, alors que je lui demandais pourquoi elle n'était pas venue à mes 2 derniers rendez-vous, elle m'a répondu « Je ne peux pas être entouré de ce genre de délabrement chaque semaine. » Miles, c'est étouffant. Je dois rester entière si je veux te garder une place. Cette phrase, garde une place, me faisait l'effet d'un couteau trempé dans du miel. Et je l'ai laissé le dire. Je l'ai laissé tout dire. L'argent a commencé à disparaître lentement. Au début, j'ai pensé que les factures étaient peut-être élevées ou que j'avais peut-être fait une erreur de calcul dans un brouillard d'ordonnances. Mais ça continuait. Quelques milliers par-ci, 10 000 par-là. J'ai commencé à suivre la trace et chaque fois que je suivais la piste numérique, cela menait à des endroits qui n'avaient rien à voir avec moi. Retraite bien-être, compléments alimentaires, cristallothérapie, séances intensives de respiration, tout cela débité sur le compte joint. J'ai essayé de me convaincre que c'était du stress, qu'elle se débrouillait à sa façon, jusqu'à ce que je trouve un virement bancaire qui n'avait rien à voir avec sa guérison. 346 000 $. Siluquin, mon nom sur le compte, mon héritage alimentant leur liaison. C'était l'argent que ma mère m'avait laissé avec une lettre qu'elle avait écrite à la main alors que ses doigts tremblaient à cause de la maladie de Parkinson. Utilise ça si jamais la vie te prend. Exige plus que ce que ton revenu peut t'offrir, avait-elle écrit. Pas pour le confort, pour la survie. Et voilà, elle était là, saignée en silence pendant que j'étais empoisonné dans une clinique, essayant simplement de gagner une année, une saison, un matin de plus. Ce soir-là, Arila est rentrée en fredonnant, comme si elle ignorait que l'homme de notre maison se décomposait silencieusement. Elle s'est penchée pour m'embrasser le front et m'a demandé si je voulais du thé. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Elle ne me voyait plus. Ni l'homme, ni le mari, ni le patient. J'étais déjà un fantôme dans son monde. Et Silas était le voyant, mais les fantômes ne dorment pas. Et les fantômes acculés ne pardonnent pas Silas qu'un préparait des bols de smoothie comme un prêtre préparant la communion. Il traitait le processus comme un rituel sacré. Des graines de chia superposées comme une mosaïque. Des spirales de miel dessinées d'un mouvement précis du poignet. Du fruit du dragon fraîchement coupé et de la poudre de spiruline se mélangeaient pour donner une nuance de vert qui ressemblait à envie. La première fois que je l'ai vu faire ça, j'étais assis sur le canapé, une couverture sur les jambes, la bouche sèche à cause de la chimio. Il ne m'a même pas regardé. Il est resté planté là, dans notre cuisine, ma cuisine, à fredonner une douce mélodie sans accord, tandis qu'Arila le filmait avec son téléphone. Elle a ri quand il a renversé du lait d'amande sur le plan de travail. Ce rire léger qu'elle me réservait. S'il eût dit que les couleurs guérissent. Elle me l'a dit en me tendant un des bols. Je l'ai admiré. Brillant, magnifique et complètement inappétissant pour un homme qui n'avait rien avalé depuis 48 heures. J'ai réussi à marmonner un merci et je l'ai posé sur la table à côté de moi. Elle ne l'a même pas remarqué. Elle était trop occupée à publier un article sur l'ancrage matinal avec de la nourriture vibratoire. Il était en arrière-plan, posant comme sur une double page de magazine. Et moi, j'étais un meuble dans ma propre maison. C'était surréaliste de voir quelqu'un vous voler votre vie, non pas par la force, mais par le charme. C'était Silu. Toujours souriant,
toujours. Il ne se leva jamais. Sa voix ne m'insultait jamais directement. Mais il y avait quelque chose de prédateur dans son calme, comme un lion qui se prélasse avant de bondir. Il se tenait toujours trop près d'elle, lui touchait le dos quand elle passait, la faisait rire avec des blagues privées. Il me parlait comme si j'étais une invitée qui abuserait de son hospitalité. Quand j'essayais de m'affirmer, que je posais des questions sur les factures ou que je suggérais de vendre la deuxième voiture pour gérer les frais de traitement, il m'interrompait gentiment. « Mon frère, tu dois te concentrer sur ta guérison », m'a-t-il dit un jour, la main sur mon épaule. Oublie les soucis du monde. Le stress multiplie les maladies. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais plus censé parler. Je devais rester immobile, silencieux, acceptant. J'étais le mari malade qui s'estompait. Tandis que Silas montait sur scène, Harila commençait à déchiffrer ses absurdités comme si c'était la parole d'évangile. Il faut se détacher émotionnellement pour vraiment guérir Miles. Celle-là m'a frappé fort. Non pas à cause des mots, mais à cause de la facilité avec laquelle il sortait de sa bouche. Elle était autrefois tout feu tout flamme et conviction. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était une étudiante en droit qui défiait les professeurs lors de débats en classe et qui avait un jour réprimandé un juge lors d'un stage d'été parce qu'elle privilégiait les principes à la procédure. Maintenant, assise en tailleur sur des coussins de yoga, elle parlait de cycle lunaire et de réalignement intérieur, telle une version diluée d'elle-même. Seulement, je commençais à réaliser que ce n'était peut-être pas une illusion. Peut-être était-ce elle qui était vraiment, celle qu'elle voulait être une fois que je serais devenu trop lourde à porter. Les moments les plus douloureux étaient les petits moments. La fois où je lui ai demandé de m'aider à me couper les ongles parce que le coupe-ongle que je tenais avait empiré, et elle m'a dit, j'ai un bain sonore de prévu. Ça peut attendre ? La fois où elle a oublié de me recommander un de mes médicaments, m'a laissé sans pendant 3 jours parce qu'elle était partie en retraite et que Silas avait son téléphone. Elle s'est excusée après coup. Elle a dit qu'elle était dépassée. Elle a dit qu'elle pensait que j'étais devenue trop dépendante et que je la croyais. C'est le pire. Pendant un moment, j'ai cru que c'était peut-être le cas, mais ensuite j'ai commencé à voir l'argent disparaître. Ça a commencé par des petits détails. Des achats sur Amazon pour des choses que je ne voyais jamais. Des virements Vimo marqués comme des paiements de consultation sur des comptes que je ne reconnaissais pas. Au début, j'ai pensé qu'Harila prenait peut-être rendez-vous pour une thérapie ou des soins de bien-être pour faire face. Ça aurait été logique. J'étais en train de mourir et elle se débattait, mais ça a empiré. Semaine après semaine, les chiffres augmentaient. Elle ne se contentait pas de dépenser. Elle détournait, redirigeait, dirigeait des fonds de nos comptes comme si c'était une routine. Et tout cela était lié à Silu. Chaque foutue transaction. Je fouillais entre les séances de chimio et les nausées qui me liquéfiaient les entrailles. Je restais assise. J'ai utilisé mon ordinateur portable et épluché mes relevés. J'ai trouvé des factures PayPal de fausses entreprises. J'ai trouvé une entreprise de bien-être enregistrée au nom de Silu qui recevait des paiements mensuels, parfois jusqu'à 30 000 $. J'ai remonté la piste d'un des comptes bancaires jusqu'à une société d'investissement aux îles Caïmans. Plus je creusais, plus j'avais l'impression de décortiquer des couches de ce que je croyais être une maison solide. Et au centre de tout cela se trouvait l'homme qui préparait des smoothies chez moi et qui m'appelait mon frère. L'héritage que ma mère m'avait laissé. Il était censé être sacré. Je n'y avais jamais touché, même pendant nos premières années difficiles. Je plaisantais avec Harila en lui disant que nous le donnerions un jour à nos enfants pour qu'ils puissent commencer leur vie sans nos chaînes. Cet argent provenait de l'assurance vie de ma mère et de la vente de sa maison familiale. C'était tout ce qu'elle avait économisé après avoir survécu à 2 mariages violents et à une vie de dur labeur solitaire. Elle m'a dit un jour, la voix brisée, promets-moi que tu l'utiliseras quand la vie te posera le genre de problème que l'amour seul ne peut résoudre. C'était le problème. Et Harila, ma femme, celle qui s'asseyait autrefois avec moi sous les étoiles, rêvant d'une retraite modeste à Bali, me trahissait de toutes ses forces. Un soir, je l'ai confrontée. Mes mains tremblaient à cause des médicaments, mais je me suis tenu au bord de la chambre pendant qu'elle préparait un sac de week-end et me demandait, « Veux-tu me dire pourquoi Silas a touché 15 000 $ sur notre compte la semaine dernière ?» Elle n'a pas bronché. Elle a à peine cligné des yeux. Elle a refermé le sac, s'est tournée vers moi et a dit, « Parce qu'il nous aide à restructurer notre énergie. » Tu ne comprendrais pas, et c'était tout. Pas de culpabilité, pas de panique, juste un congédiement calme. Elle est sortie et je me suis assis au bord du lit,
fixant la porte longtemps après sa fermeture. Et dans ce silence, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai fait quelque chose de bien plus dangereux. J'ai commencé à planifier. Je pensais que la trahison était comme une lame en pleine poitrine. Aiguë, soudaine, dévastatrice. Mais ce soir-là, assis seul dans notre chambre pendant qu'Arila était partie à son soi-disant cercle de respiration, j'ai réalisé que la trahison ressemblait plus à de la poussière. Lente et suffocante. On ne la remarque que lorsque tout autour de soi en est recouvert. Jusqu'à ce que l'air paraisse lourd, que la poubelle à lumière soit défectueuse. Je n'avais pas prévu de fouiller dans son ordinateur portable. Vraiment pas. Mais quand elle l'a laissé ouvert sur l'îlot de la cuisine, toujours connecté, brillant dans le noir comme s'il voulait que je voie ce qui était caché, j'ai pris cela comme un signe, pas moral, mais de survie. Je me suis assis lentement. Mon corps était en constante négociation avec lui-même ces derniers temps. Des membres raides, des articulations douloureuses, des nausées qui allaient et venaient comme un fantôme. Mais j'avais l'esprit clair. C'était tout ce qui me restait. Et j'allais m'en servir. Au début, ce n'était que les habituels emails sur des retraites énergétiques, des calendriers de méditation, des reçus numériques pour des compléments alimentaires obscurs que je ne pouvais pas prononcer. J'ai parcouru le document à la recherche de mots-clés. Puis, dans un dossier simplement intitulé « Retraite bien-être », j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Un bail, un PDF au format clair et aux clauses surlignées. Mon regard a parcouru rapidement. Paiement mensuel de $7,800. Lieu, centre-ville, Lakeview. Locataire, Siluquin. Co-signataire, Arila Monroe. Je l'ai scruté pendant une minute entière. Laissons-le s'installer. Pas une réservation, pas une location pour un week-end. Un bail. Un appartement de 2 chambres avec balcon vue sur le lac. Électroménager en inox, parquet, un espace aménagé pour 2. J'ai continué à lire. J'ai vu des confirmations de paiement jointes au document. Des virements de notre compte joint à une société de gestion immobilière. Arila avait mis en place le paiement automatique 6 mois à l'avance. Ce n'était pas temporaire. Ce n'était pas une échappatoire. C'était un plan. J'ai refermé lentement le dossier et me suis adossé au dossier. Cette fois, mon estomac n'a pas fait de bond. Mes mains ne tremblaient pas. Cette partie de moi était devenue silencieuse, engourdie. Toucher le fond émotionnellement à quelque chose qui transforme le monde en mathématiques. Chiffres, logique, transactions. Je fixais mon nom, mon argent, la signature de ma femme, et tout cela ne faisait qu'une seule vérité. Ils attendaient ma mort. Ils ne faisaient même plus semblant. J'avais le souffle court. Je fixais l'écran et pensais à quel point j'aurais pu passer à côté de ça si je n'avais pas jeté un œil à cette application bancaire pendant la chimio. Si elle avait pensé à se déconnecter, si j'avais été un peu plus confiant, un peu plus désespéré de croire qu'elle tenait encore à moi. Mais maintenant que le rideau était levé, je les voyais tels qu'ils étaient. Ils n'avaient pas l'intention de me quitter. Ils avaient l'intention de le faire. Pour me remplacer. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai voulu mourir. Non pas de chagrin, mais de dépit. Juste pour gâcher leur timing, juste pour qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils voulaient si facilement. Mais alors, quelque chose en moi a changé. Ni de rage, ni de vengeance, quelque chose de plus froid, de plus discret, un plan. Ils pensaient que je m'évanouirais discrètement, me fondant dans le décor comme une lumière tamisée. Mais ils ne savaient pas que j'avais d'autres plans. J'ai ouvert un dossier vide et l'ai intitulé « Tombé de la nuit ». C'était un mot qui m'est venu soudainement, sans explication. Cela semblait juste. Définitive. J'ai commencé à y glisser des fichiers. Le bail, les relevés de paiement, les virements bancaires, les captures d'écran, tous les documents que je pouvais trouver qui les reliaient. Chaque preuve prouvant qu'il n'était pas seulement moralement en faillite, mais légalement compromis. J'ai travaillé dans la planification financière pendant 15 ans. J'avais déjà enterré des gens sous des tableurs. Je savais comment monter un dossier solide. Mais il ne s'agissait pas de monter un dossier. Pas encore. Il s'agissait de contrôle. Car pour la première fois depuis des mois, je l'ai senti revenir lentement, petit à petit, comme un souffle qui emplissait des poumons affaissés. J'ai fermé l'ordinateur portable et suis resté assis dans la fléchette un long moment. J'entendais le bourdonnement du réfrigérateur,
de temps en temps une voiture dehors. Je les imaginais dans cet appartement, cuisinant, riant, peut-être même dormant dans un lit acheté avec mon argent. J'ai imaginé Silu debout sur le balcon, regardant l'eau, sirotant du thé bio, tandis qu'Arila se qualifiait de survivante pour avoir laissé derrière elle un chapitre toxique. C'est comme ça qu'elle m'appellerait, un chapitre. Mais les chapitres peuvent être réécrits. Ce soir-là, j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an. Francis Den, mon avocat, mon ami, le directeur de ma fiducie. Il a décroché à la 3e sonnerie, la voix groggy. Francis, c'est Miles. Il y a eu un silence. Puis Miles, bon sang, ça va? Non, ai-je dit, mais je suis réveillé maintenant. Je ne lui ai pas tout dit, juste assez pour attirer son attention. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide pour organiser mes finances. Document. Je lui ai dit que je constituais un dossier. Il n'a pas posé de questions. Francis ne posait jamais de questions avant d'être sûr que j'étais prêt. C'est pourquoi je lui ai fait confiance. Après l'appel, je me suis allongé sur le canapé au lieu du lit. Je ne pouvais pas me résoudre à y retourner. Pas cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser au bail, à la facilité avec laquelle elle avait signé un contrat permanent avec lui pendant que je me battais pour ma vie. Je n'ai pas beaucoup dormi. Mon esprit repassait en boucle des scènes qui n'avaient pas encore eu lieu. Arila découvrant les gels de compte que j'allais bientôt appliquer. Silu apprenant que l'appartement n'était pas à lui et qu'il ne pouvait pas le vendre. Tous deux réalisant trop tard que je n'étais pas simplement en train de mourir. J'observais, j'écoutais, je me préparais. Il y a une cruauté et une trahison particulière de la part de quelqu'un qui a jadis fait des vœux à l'oreille. Mais il y a aussi une étrange puissance là-dedans. Cela efface toutes les illusions, toutes les subtilités. Cela ne laisse derrière lui que le réel. Et ce qui était réel maintenant, c'était que je n'avais plus rien à perdre et tout à emporter. Retour. Qu'ils gardent la vue depuis leur balcon. Qu'ils se servent leurs smoothies alcalins et chantent sur les fréquences et la lumière. Ils pensaient que je m'éloignais, mais je me rééquilibrais simplement. Ils voulaient la paix. J'allais leur faire la guerre. Un calme s'installe quand on réalise qu'on n'attend plus d'être sauvé. Je l'ai ressenti le lendemain matin de la découverte du bail. Calme, réfléchi, précis. Je n'étais plus choqué. Le choc avait laissé place à la clarté. Et avec la clarté est venue l'action. Le dossier sur mon bureau s'appelait toujours « Nuit tombée ». Ce n'était plus poétique. C'était pratique. Tout ce qu'ils avaient caché, je le tirais au grand jour et je l'organisais avec le même souci du détail que j'appliquais autrefois aux audits d'investissement de plusieurs millions de dollars. Je ne voulais pas seulement les attraper. Je voulais étouffer leur manigance sous leurs propres traces écrites. J'ai commencé par les relevés bancaires. Il y avait des schémas récurrents, des virements réguliers signalés comme des services énergétiques ou du conseil. À première vue, ils semblaient légitimes, mais les montants étaient incohérents et la fréquence trop irrégulière pour un véritable prestataire de service. Chaque le paiement a été soigneusement effectué quelques jours avant ou après mes séances de chimiothérapie. Quand mes défenses étaient au plus bas, elles s'activaient plus rapidement. Silas n'était jamais négligent. Je lui accorde ça. Mais l'arrogance laisse toujours des traces. J'ai comparé chaque paiement aux dates de l'application de calendrier d'Arila, qu'elle avait bêtement synchronisé avec la retraite cloud à Sedona, le week-end de purification et la grande réinitialisation énergétique tantrique de Sudandoum. Les lieux étaient dispersés à travers les États et les pays, tous payés avec des biens communs et presque tous incluaient des photos. Elle était là, vêtue de drap blanc, les yeux fermés, les bras levés vers un Dieu céleste invisible, tandis que moi, assise à la maison, luttant pour respirer, me demandant si je vivrais assez longtemps pour voir la semaine suivante. J'ai sauvegardé chaque image, chacun de ces sourires et la proximité d'un autre homme. Certaines étaient cadrées trop serrées. D'autres en montraient plus qu'elles ne le pensaient. L'une d'elles laissait voir la montre de Silu. Ma montre. La Rolex que ma mère m'avait offerte après avoir décroché mon premier gros client. Elle avait dit, porte-la quand tu veux que tout le monde sache qui tu es. Et maintenant, elle était au poignet de l'homme. Il s'est glissé dans ma vie comme un serpent dans les hautes herbes. J'ai ajouté cette photo au dossier. Ensuite sont venues les fausses factures. Silu avait créé une SARL, Kane Vitality Service. Ça avait l'air authentique. Enregistrement de l'entreprise, faux témoignage, logo impeccable, mais Francis m'a aidé à m'en sortir.
C'était une coquille vide, sans adresse physique, sans licence d'exploitation, sans numéro d'identification fiscale, un château de cartes. Et Arila avait viré plus de 170 000 $ à cette entreprise fantôme au cours des 5 derniers mois. Cet argent n'était pas dépensé. Il était blanchi, caché, protégé de moi. J'ai partagé les dossiers avec Francis pièce par pièce. Nous ne nous parlions pas souvent au téléphone. Il m'a dit qu'il valait mieux que ça reste hors ligne. Il avait raison. Il s'est occupé de mes documents de succession, de ma fiducie entre vif et de ma procuration, tous rédigés après ma 2e cure de chimio. Il avait vu ce que font les gens quand la mort est à nos portes. Il avait vu à quel point une trahison peut être discrète. Quand je lui ai envoyé le bail, les relevés télégraphiques, le profil de l'entreprise. Et pour la violation de l'héritage, il m'a immédiatement appelé. Bon sang, Miles, ce n'est pas juste personnel. C'est criminel. Je sais, dis-je, mais je ne veux pas me venger. Il marqua une pause. Non, non. Je veux l'exactitude. Je veux leur donner exactement ce pourquoi ils ont signé. Francis s'éclaircit la gorge. Ensuite, nous commencerons la chaîne de documentation. Je sécuriserai vos comptes d'héritage et gèlerai tout ce qui est conjoint. Nous traiterons cela comme une fraude aux biens matrimoniaux. Bien. Dans la fiducie. J'ai regardé par la fenêtre. Je veux que ce soit verrouillé. Réécrit pour qu'elle ne reçoive rien, ni maintenant ni plus tard. S'il m'arrive quelque chose, tout ira au fond de l'hôpital pour enfants. Chaque centime. Il soupira doucement. Le genre d'émotion qu'on ne ressent qu'en voyant des hommes bien se briser lentement. Tu es sûr? Elle a déjà gagné ma confiance en elle. Elle n'a pas besoin de paperasse non plus. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'étais pas anxieux. Je construisais. Nitfall était devenu plus qu'un dossier. C'était une stratégie. J'ai créé des sous-dossiers, un pour les documents juridiques, un pour les preuves médiatiques, un pour les finances. Des archives, une pour les captures d'écran, des messages entre Arila et Silu que j'avais récupérés dans nos sauvegardes cloud partagées. Elle avait sauvegardé ces messages oculaires une fois et n'avait jamais désactivé la synchronisation. Je n'étais pas fier de la façon dont je les avais trouvés, mais la fierté ne m'intéressait plus. L'orgueil n'avait plus d'importance quand la vie était devenue un registre de pertes. Certains messages me retournaient l'estomac. Arila, son état empire de jour en jour. C'est comme regarder un arbre pourrir de l'intérieur. Silu, il ne sera plus là très longtemps. Tiens bon. Le timing compte. Arila, quand ce sera fini, on pourra enfin respirer. Il n'attendait pas seulement ma mort. Il comptait dessus. Et s'ils voulaient jouer comme ça, comme si ma mort était une porte qu'ils pouvaient franchir sans problème, ils allaient trouver les serrures changées et les gonds truqués. J'ai imprimé des copies papier de tout. Francis m'a dit de les sauvegarder de 3 manières, dans le cloud, sur un disque dur crypté et dans des dossiers physiques stockés dans son entreprise. Je suivais le chemin comme une écriture. J'avançais plus lentement ces derniers temps. Tout me demandait plus d'énergie. Mais à chaque document que je scannais, étiquetais ou compilais, je me sentais moins patient et plus homme à nouveau. La version de moi qui dirigeait des équipes et négociait des contrats à 10 millions de dollars au cours d'un déjeuner. La version qui était l'homme le plus préparé de la pièce. Le cancer avait emporté mes cheveux, ma force, ma notion du temps, mais pas mon esprit. Pas encore. J'ai pris la copie physique du dossier, nuit tombante, dans une enveloppe noire et je l'ai scellée. Au recto, j'ai écrit un seul mot, exécuté. Pas si quand. Le plan n'était pas finalisé. Pas encore. Mais la structure était là. Solide, nette, précise. Que Arila continue de sourire dans son téléphone, poursuivant son éveil spirituel avec l'homme portant mes vêtements et filant mon héritage. Qu'elle parle de guérison, de détachement et d'intégrité vibratoire. Parce que lorsque la nuit tomberait, et elle arriverait, ce ne serait pas avec des feux d'artifice ou des cris. Ce serait le silence, comme de l'encre qui s'étale sur du papier blanc, comme le marteau d'un juge qui tombe sur un bureau capitonné. C'est cette nuit-là que je me suis rappelé qui j'étais. Ni une victime, ni un fantôme, mais un homme qui ne laissait jamais rien inachevé. La première fois que Joey et moi nous sommes rencontrés. C'était sur le parking d'un tribunal où j'avais témoigné en sa faveur lors d'un procès en responsabilité civile. Il avait été piégé par un client qui cherchait à dissimuler sa propre fraude à l'assurance.
J'ai contribué à le disculper grâce à un simple dossier de données chronologiques clair. C'était il y a 7 ans. Je ne lui ai plus jamais rien demandé après ce jour-là. Je n'en avais pas besoin. Quand je lui ai envoyé un texto il y a 2 semaines, j'ai simplement écrit « J'ai besoin d'Dieu ». Silence une fois. Sa réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Envoie une adresse. Je suis à toi. Il est arrivé un mardi après-midi, garé dans un pick-up gris poussiéreux, comme n'importe quel entrepreneur. Casquette de baseball, lunettes de soleil, café à la main. Il avait l'air plus âgé, mais plus vif d'esprit, d'une certaine manière. Moins comme un homme hors du commun, plus comme un homme devenu célèbre. Je l'ai retrouvé à la grille et je l'ai ouverte moi-même. Toujours ce permis, ai-je demandé. Il m'a lancé un regard et a rembourré le côté de son sac. Tu sais toujours comment disparaître, ai-je ajouté. Il a souri. Tu oublieras que je suis là. Nous avons installé 3 caméras. Une dans la ventilation du salon, parfaitement orientée vers le canapé et la cuisine. Une autre cachée au-dessus de la porte, juste derrière une moulure. Et une dans le détecteur de fumée de la chambre. Déclenchement discret de mouvement, audio haute définition inclus. Elles n'ont pas enregistré sur un cloud. Elles ont enregistré sur un disque dur que Joey a encastré au fond du placard du couloir. Un placard que j'ai dit à Arila que je faisais sceller pour cause de moisissure. Elle ne m'a pas redemandé. Pendant 3 jours, j'ai eu rien, juste des pièces vides et du silence. Arila est restée en dehors la plupart des nuits. Silis ne s'est pas montré. J'ai commencé à penser que je les avais peut-être installés trop tard. Peut-être qu'ils étaient plus intelligents que je ne leur ai accordé. Mais le 4e soir, j'ai obtenu une alerte de mouvement pendant que j'étais allongé sur le canapé, une fine couverture couvrant mes jambes, car les pores sont toujours douloureux du traitement de la journée. J'ai tapé dans le flux avec un doigt tremblant. Et ils étaient là, ma femme et l'homme sur lequel elle était prête à jouer son âme. Elle est entrée en premier, pieds nus, portant le pull gris que je lui ai acheté à Noël dernier. Siu a suivi près de derrière, tenant une bouteille de quelque chose de cher. Il embrassa son cou alors qu'il passait dans le couloir. Ils ont ri ensemble. Trop fort, trop familier, comme si c'était leur maison, comme si j'étais déjà parti. Ils se sont assis sur le canapé. Elle a bouclé ses jambes sous elle comme elle le faisait lorsque nous avions des discussions tard dans les noms de bébé. Il a versé 2 verres et lui en a remis un. Elle se pencha sur lui. Je ne peux toujours pas croire que ça marche, elle murmura. Les transferts, la configuration, le bail, tout cela. S'il eut un sourire narquois. Bien sûr, ça marche. Il vous fait confiance. Il se concentre sur la survie, et non le soupçonner. C'est ce que fait la maladie aux gens. Cela les transforme en ombre d'eux-mêmes. Arila acquiesça lentement, traçant son doigt le long du bord de son verre. C'est comme s'il était déjà parti. Et une fois que ce prochain transfert s'est déroulé, combien cette fois? Demanda Silis. 212, a-t-elle dit. Il le signait demain. La clinique de Toronto, celle avec ce que vous avez appelé? Immunothérapie expérimentale. Silas a répondu. Pas de licence, pas de planche, juste un site de Shell et un numéro de téléphone fantôme. Au moment où quelqu'un pose des questions, il sera mort ou trop loin pour le remarquer. J'ai fait une pause avec le flux. Mes poumons ont refusé de travailler un instant. J'ai regardé l'écran à la façon dont elle sourit en le disant, à quel point ils étaient décontractés, à quel point ils étaient cliniques, comme si j'étais une acquisition d'entreprise qu'il finalisait. Le dernier dépôt avant la fermeture. Moi frappé à nouveau. Arila se pencha en avant et chuchota quelque chose que je devais rejouer 2 fois pour attraper. Il ne sera pas là beaucoup plus longtemps. Elle l'a dit comme si elle planifiait le dîner, comme si c'était juste un autre article sur sa liste de tâches. J'ai regardé s'il eût pressé un baiser contre son temple et murmuré. Ce dernier transfert a traversé. Il est presque temps. C'est là que j'ai arrêté de regarder. Je n'avais pas besoin de plus. J'avais tout. Leur voix, leur visage, leur plan. J'ai sauvegardé le dossier dans le dossier Nidfal, puis j'ai fait une copie pour Francis. Je l'ai envoyé sans message. Il saurait quoi faire. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé les murs ou ne se recroquevillant pas dans une balle comme je l'avais fait pendant ces premiers jours de diagnostic. J'ai senti quelque chose de plus froid.
plus chirurgical. Je tenais le couteau maintenant. Il ne le savait tout simplement pas. Le lendemain matin, Harila est entrée dans la cuisine comme si de rien ne s'était passé. Ses yeux étaient brillants, son sourire grand. Elle a fait du thé, m'a demandé si je dormais, a dit que nous avions un grand jour devant. Je l'ai regardé verser de l'eau chaude sur des tranches de citron et je n'ai rien dit. Laissez-la parler de la planification, du traitement et des prochaines étapes. J'ai signé le formulaire qu'elle m'a donné sans cligner des yeux. Celui autorisant le fil à la fosse clinique de Toronto. Elle m'a embrassé la joue après l'avoir signé. J'ai attendu jusqu'à son départ, puis j'ai appelé Francis. Tirez-le, dis-je, mais achetez-le à travers votre entreprise. Laissez-les tenter de se retirer. Compris, a-t-il dit. Il s'arrêta une seconde. Ça va? J'ai regardé par la fenêtre, en regardant la lumière du soleil frapper la clôture. Pas encore, j'ai dit, mais bientôt. Joey est revenu ce soir-là pour vérifier le trajet. Il a tiré les données sur un flash sécurisé et a essuyé les serrures locales. Il s'agit d'une configuration au niveau fédéral maintenant, a-t-il déclaré. Elle est cuisinée. Ils le sont tous les deux. Joey m'a regardé alors long et dur. Tu veux que je continue? Non, dis-je. Maintenant, nous les laissons creuser leur propre tombe. Il hocha la tête et partit sans un autre mot. Je me suis assis dans cette maison tranquille pendant longtemps en pensant à toutes les choses que je croyais à l'amour, à l'engagement, la confiance, et comment aucune d'entre elles importait lorsque la personne en face de vous a décidé de vous voir comme temporaire. J'avais passé des mois à penser que je mourrais. Ils avaient passé ces mêmes mois à planifier une vie sans moi. Infumé par moi, celui qui s'appuie sur l'hypothèse que je serais trop faible, trop brisé pour riposter. Mais ils ont oublié quelque chose. Le cancer ne vous rend pas vulnérable. Cela vous rend vif. Il élimine chaque mensonge, chaque excuse, chaque illusion. Cela vous transforme en quelqu'un qui voit tout. Et une fois que vous voyez tout, il n'y a pas de retour. Il m'avait tendu la corde. Et j'avais fini d'attendre. J'allais tirer. La forme qu'elle m'a remise a été imprimée sur du papier d'ivoire, soigneusement coupé ensemble dans un dossier en faux cuir lisse comme s'il était venu directement d'une vraie clinique. Sa voix tremblait légèrement quand elle me l'a expliqué, comme si elle était émotive de me donner de l'espoir. Elle a dit, Miles, ça pourrait être ça. Une thérapie révolutionnaire. C'est à Toronto. Il n'annonce pas beaucoup, n'accepte que des références. Elle a baissé les yeux, puis à nouveau. Juste la bonne quantité de pause. C'est cher, mais que se passe-t-il si ça marche? Je l'ai étudié un instant, sans dire un mot. Son pull était de couleur crème, ses ongles français, pas une seule puce. Ses cheveux ont été retirés en queue de cheval basse, douce et polie. Elle ressemblait à une femme qui dormait bien, mangeait bien, vivait bien, et elle me parlait comme si elle était toujours ma femme, comme si elle appartenait toujours à ma vie au lieu de l'orbiter autour de lui comme un voleur déguisé en soi. Combien? J'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse, elle a expiré comme ça faisait mal de le dire. 21 200 cents. Il nécessite un paiement initial complet pour commencer la séquence d'immunothérapie, mais Miles, ils ont eu des résultats et des patients plus mal lotis que vous. Je l'ai regardé. Je crois vraiment qu'elle a tendu la main pour ma main, la serrant doucement. Je crois que cela pourrait nous donner un avenir. J'ai regardé sa main sur la mienne. J'ai pensé à toutes les nuits où je croyais la même chose. J'y penserai, dis-je. Elle n'a pas poussé. C'est comme ça que je savais qu'elle mentait. Quand Harila a dit la vérité, elle a soutenu. Elle débattrait de son point comme un avocat contre-interrogeant l'univers. Quand elle a menti, elle est devenue douce, délicate, une femme qui a doucement poussé plutôt que ce qui a demandé. Elle n'a fait ça que quand elle voulait que je dise oui sans la faire travailler pour cela. Au moment où elle a quitté la maison, j'ai appelé Francis. Envoyez-moi ce que vous avez, a-t-il dit. J'ai transmis chaque document de numérisation, chaque page de l'application, les coordonnées et la lettre dite des médecins qui n'avaient pas de signature ou de numéro de licence. Francis et son équipe ont pu travailler rapidement. Le lendemain, j'avais des réponses. Aucune clinique de ce type n'existe, a déclaré Francis catégoriquement. L'adresse répertoriée est un espace de co-travail qui loue des boîtes aux lettres. Aucune licence médicale dans le dossier pour le médecin nommé.
Le numéro de téléphone se déroule via un service de transfert d'appels d'Ambise. Le domaine des emails est neuf. Enregistré le mois dernier. Je me suis assis en silence à l'autre bout de l'appel. Francis ne s'est pas arrêté. Miles, ce n'était pas seulement un mensonge. Ce fut une fraude préméditée. Elle fabrique votre maladie dans un horaire de retrait. Si nous n'avions pas attrapé cela, elle aurait canalisé cet argent directement sur le compte Caïman de Silsus. J'ai hoché la tête lentement. Nous câblons l'argent. Francis s'arrêta. Tu es sûr? Nous le câblons, dis-je. À travers votre entreprise. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. Laissez-les le toucher. Compris. J'ai terminé l'appel et je me suis assis près de la fenêtre pendant longtemps, regardant une feuille dégringoler sur la pelouse comme si elle n'avait nulle part où atterrir. Je me demandais s'ils pratiquaient le mensonge, Arila et Silas. Je me demandais s'ils étaient assis côte à côte dans leur condo de vue sur le lac qui dépasse les lignes. S'ils l'entraînaient sur les phrases à utiliser, quelles expressions faciales apporter, peut-être qu'ils en ont ri par la suite, peut-être qu'ils y ont grillé. Au transfert final, je l'imaginais de dire, soulevant un verre de vin rouge biologique. À la liberté, elle répondrait. Cette nuit-là, Arila est rentrée à la maison avec des plats à emporter. Ma cravate préférée de l'endroit d'angle où nous marchons dans nos premières années. Elle a allumé des bougies. Elle a demandé comment je ressentais. A dit qu'elle était fière de moi d'avoir été assez courageuse pour considérer le traitement. Je voulais jeter la nourriture à travers la pièce. Je voulais crier que je savais tout, que je l'avais regardé, l'écouter de chuchoter ma date d'expiration dans le cou d'un autre homme. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai mangé 2 bouchées, souri faiblement, je lui ai dit que j'étais fatigué, je l'ai laissé me ranger au lit comme si j'étais l'enfant et elle le gardien. Sa main reposait légèrement sur ma poitrine pendant quelques secondes comme si elle répétait un geste d'amour. Puis elle a quitté la pièce et a fermé la porte. J'ai attendu que je l'ai entendue sous la douche. Ensuite, je me suis levé, j'ai marché lentement vers mon bureau et j'ai ouvert le dossier Nitfall. J'ai regardé la caméra se nourrir plus tôt dans la journée, la regarder ajuster son chemisier avant d'entrer dans la pièce, je l'ai regardé pratiquer son expression dans le miroir sur le mur du couloir. Elle avait souri. J'ai rapidement transmis le clip à partir de 2 jours plus tôt. Elle au téléphone avec Silas. Il va le signer. Il ne posera pas de questions. Il est désespéré. Il s'accroche pour espérer une béquille. Et Silas, toujours cool. Assurez-vous que cela passe propre. Une fois qu'il atterrit, nous disparaissons. Plus de retard. Francis m'a appelé le lendemain matin. Nous avons acheminé les fonds dans un conduit traçable. Ils ont tenté d'y accéder. Nous avons gelé la transaction. J'ai rédigé le rapport de fraude. C'est hermétique. J'ai fermé les yeux, laissant les mots s'asseoir. Vous voulez que je le dépose? Il a demandé. Pas encore, dis-je. Je veux voir jusqu'où elle ira, jusqu'où elle est prête à ramper. Il n'a pas discuté. Il savait que je n'étais pas juste après la justice juridique. J'étais après une pleine clarté. J'avais besoin de la regarder choisir ceci. Encore et encore. J'avais besoin d'elle pour se promener dans le feu, pas seulement de trébucher. Ce soir-là, Arila est venue me voir avec des larmes aux yeux. Elle a dit, ils ont reçu le fil. Ils préparent l'horaire. Vous allez à Toronto la semaine prochaine. Je l'ai regardée avec soin. Pas de fissure, pas de batteuse. Elle était pleinement entrée dans le rôle maintenant. Épouse dévouée, survivante pleine d'espoir, réticente. Tu m'as sauvé, j'ai chuchoté et elle a pleuré plus fort. Mais je ne croyais pas une seule larme parce que ce n'était pas de l'amour. C'était une stratégie. Et elle était sur le point de découvrir que la mienne était plus forte. Ils sont partis pour leur retraite un samedi matin. Arila portait son enveloppe de lin préférée, cette chair brûlée, celle qu'elle n'a fait que le week-end qu'elle voulait publier sur Instagram. Guérison pieds nus, réalignement de l'âme, bonheur organisé. Elle flottait dans la maison ce matin-là comme si elle le nettoyait avec sa présence, pas une trace de culpabilité en elle. Silas n'a même plus pris la peine de faire semblant. Il la ramassa dans sa Tesla blanche, la musique bourdonnante, les fenêtres vers le bas, son bras reposant déjà sur son siège comme la réclamation avait longtemps été établie. Je les ai regardés depuis la fenêtre de la chambre d'amis pendant qu'ils s'éloignaient.
Elle n'a pas regardé en arrière. La seconde où ils étaient hors de vue, j'ai déménagé. Chaque mouvement de mon corps était précis, mesuré. Mes articulations hachées, mais mon objectif était pur. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Francis. Il est temps, dis-je. Compris, a-t-il répondu. Dans l'heure, chaque chaîne légale que nous avons préparée pendant des semaines a été serrée. Francis a déposé la plainte de la fraude auprès de la division des délits financiers. Fraude par fil, fausse déclaration de l'identité, détournement de fonds conjugaux, violation de la confiance. Simultanément, les comptes conjoints étaient gelés. Compte d'héritage aussi. Chaque dollar qu'elle a essayé de manœuvrer était maintenant enfermé en place comme un piège à ours. Vint ensuite le bail sur le condo du lac View. Facré pour fausse déclaration financière. Le gestionnaire immobilier a reçu une alerte officielle du bureau de Francis avec une documentation de l'enquête en cours. Le condo ne pouvait plus être vendu, loué ou transféré. C'est devenu une propriété morte comme ça. Ensuite, nous avons frappé les lignes de crédit. Les cartes personnelles d'Arila figées. Une carte liée à mon nom. Fermée, j'ai obtenu l'acte de maison sous un sceau légal, le protégeant de toute tentative potentielle de l'hypothèque ou de le tirer parti pendant que j'étais absent dans cette clinique fictive de Toronto. Chaque fil juridique qu'ils ont essayé de tirer maintenant conduit à des murs de briques et à des portes de piège. J'ai changé les serrures cet après-midi, j'ai embauché un serrurier qui n'a pas posé de questions et bien incliné. Je voulais quelque chose qui cliquait lourd, quelque chose qui sonnerait dans ses oreilles lorsque la clé a échoué. J'ai même remplacé l'entrée du clavier qu'elle s'est toujours vantée de s'installer. Code essuyé. Réinitialisation du système. Sonnette est intervenue et a cheminé directement vers mon téléphone. Je voulais voir son visage quand elle est retournée dans une maison qui ne s'ouvrait plus pour elle. Mais la note qui a été la décision finale. J'ai laissé un centre de bande mort sur la porte d'entrée imprimé en police ordinaire. Pas de signature. Vous avez confondu le silence avec la reddition. C'était votre dernière erreur. Juste une ligne. Pas de colère. Aucune explication. Juste la vérité. Je n'ai pas attendu longtemps pour les retombées. Ils sont revenus tard dimanche soir, des visages richés du sommet d'un week-end passé à se prélasser dans leur victoire imaginaire. La sécurité qui m'a alerté dès qu'ils sont montés sur le porche. Arila tendit la main dans son sac et sortit sa clé, son mouvement toujours lent et gracieux, comme si elle entrait dans un spa, pas la maison d'un homme qu'elle avait drainé. Cliquez. Rien. Elle a essayé à nouveau. La serrure n'a pas bougé. Elle se tourna vers le clavier et s'arrêta. Ses doigts planaient comme si elle réalisait soudain que quelque chose n'allait pas. Elle a entré le code. Lumière rouge à nouveau. Lumière rouge à nouveau. Verrouillé. Puis elle a vu la note. J'ai regardé en temps réel en le lisant, son visage se congelant comme si quelqu'un avait jeté de l'eau glacée sur ses poumons. Elle l'a lu 2 fois, puis une 3e fois. Silu planait derrière elle, confus, gribouillant. Lorsqu'elle s'est écartée et qu'il l'a lu lui-même, son sourire narquois a glissé pour la première fois. Il se tenait là un instant, côte à côte, réalisant que la maison qu'il pensait avoir vidée et réorganisée avait été fortifiée sans eux. Arila a essayé de m'appeler dans les 30 secondes, puis à nouveau, puis une 3e fois. Je l'ai laissé sonner. Ensuite, je l'ai fait taire. Les messages vocaux sont venus vite. D'abord doux, puis plaidant, puis en colère. Miles, qu'est-ce que c'est? Miles, tu me fais peur. Miles, ouvrez la putain de porte. Chacun ressemblait à une femme qui se déshabillait en temps réel, comme quelqu'un qui a soudainement réalisé que le jeu n'était plus le sien à contrôler. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai joué son murmure de la caméra cachée. Il ne sera pas là beaucoup plus longtemps. Je l'ai bouclé 3 fois, laisse faire écho à travers mes écouteurs alors qu'elle criait à la caméra du Porsche comme la victime. Ils sont restés là-bas pendant peut-être 10 minutes, sans savoir s'il faut pénétrer, appeler la police ou continuer à prétendre qu'ils n'étaient pas qui étaient vraiment. Finalement, Siu l'a tiré par le bras. Ils sont montés dans la voiture et sont partis. C'était la nuit où j'ai finalement dormi. Pas bien, pas longtemps, mais c'était différent. Il n'y avait pas de tension dans ma poitrine. Pas de rêve sur les 4 ou Arila qui pleure pendant qu'elle essuyait la soupe de mon menton. Je n'ai pas rêvé d'être piqué. Je n'ai pas rêvé d'être remplacé.
J'ai fermé les yeux et dormi comme un homme qui avait récupéré le dernier morceau de lui-même que la trahison a essayé de prendre, sa volonté. Le lendemain matin, Francis a appelé. Ils ont essayé d'accéder à nouveau au compte conjoint. Que s'est-il passé? Facré est nié. Ensuite, Silu a essayé de se connecter sous votre nom. Cette tentative a été tracée. Il a officiellement franchi le seuil et le condo insensable. Coopérant du gestionnaire. Ils vont le ressentir. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé autour de l'espace. Compré, une tasse, une assiette. Calme, paisible. Ils avaient voulu que cette maison devienne un tombeau. Ils pensaient que je mourrais ici tranquillement, entouré d'un bon éclairage et de vieilles photos de mariage. Au lieu de cela, il était devenu mon bastion. Arila a rappelé plus tard dans la journée. Cette fois à partir d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Je l'ai bloqué. Elle a envoyé un texto. S'il vous plaît, pouvons-nous parler? Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Vous ne comprenez pas à quel point je me sentais seul. Je n'ai pas répondu parce qu'elle avait raison. Je n'ai pas compris. J'avais été le seul mourant. Elle avait disparu. Maintenant, elle était seule. Et j'étais enfin magnifiquement libre. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il a été gagné pendant des jours. Le téléphone est resté silencieux. Plus de texte de plaidoyer, pas de messagerie vocale bloquée, pas de courriel rempli de remords feignés et d'explications à moitié cuites. Le monde qui avait autrefois tourné autour de leur manipulation avait incliné. Et il tournait dans la mauvaise direction, se précipitant pour reprendre le contrôle d'un jeu qu'il ne possédait plus. Je n'attendais plus. Je ne me cachais pas. Je regardais tout tomber. Silas a disparu en premier. Francis a été celui qui m'a dit. Il a essayé de liquider le condo, a-t-il dit, la voix calme mais tranchante. Déposer une fausse procuration affirmant que vous lui avez accordé des droits de consigne par le biais d'Arila. Est-ce que ça a passé? Non. Le tribunal a saisi l'acte. Il est officiellement figé sous enquête sur la fraude. Il a essayé de laisser une messagerie vocale avec le gestionnaire immobilier. A appelé tout cela un malentendu. Je pouvais entendre le sourire narquois dans le ton de Francis. Où est-il maintenant? Gaboté. Pas d'adresse de transfert. Son site web d'entreprise enregistré hors ligne sociale Breted. Nous suivons l'activité, mais je suppose qu'il a peur. Bon. Laissez-le laisser. L'homme qui portait ma montre et dormait dans mes draps et buvait du café dans ma cuisine se réveillait chaque matin dans une location bon marché quelque part. Vous vous demandez si aujourd'hui le jour où le coup à la porte vient. Ils ne s'attendaient pas à ce que je me batte. Ils ne l'ont pas tous deux non. J'étais censé être trop fatigué, trop malade, trop loin. Mais je n'étais pas parti. J'étais plus clair que je ne l'avais jamais été. Arila a essayé de s'accrocher. Elle a pivoté, réinventé, a contacté ma sœur, revendiquant la confusion. A déclaré à nos amis mutuels qu'il y avait eu une rupture de communication et que le chagrin déformait les choses. Mais personne ne l'achetait plus. Le masque avait glissé trop loin. Ma sœur l'a bloqué. Mes amis se sont silencieux. Sa famille, qui sourit une fois poliment au dîner et m'a appelé un bon espace réservé à huis clos, s'est éloigné publiquement. J'ai entendu à travers l'un des partenaires juniors de Francis que la propre cousine d'Arila l'a supprimée en tant que demoiselle d'honneur d'un prochain mariage. Le cousin a publié une vague légende en ligne qui disait « Certaines personnes ne restent fidèles que tant que c'est facile. Je vous vois maintenant. » Cela m'a fait rire, non pas parce que c'était mesquin, mais parce qu'Arila se souciait profondément des apparences. Elle avait l'habitude de scripter les légendes de nos photos partagées comme un poète. Maintenant, chaque fois qu'elle ouvrait son téléphone, elle a rencontré le silence ou le mépris. C'était sa monnaie, son attention. Et maintenant, elle était en faillite. La presse a pris le vent dans une semaine. Un conseiller financier silencieux subissant un traitement contre le cancer. Volé par sa femme et son consultant spirituel dans une escroquerie de condo de luxe ont rendu un titre trop parfait. Cela a commencé local. Ensuite, les blogs financiers l'ont récupéré. Au moment où les points de vente grand public sont venus renifler, Francis avait déjà préparé une version propre et contrôlée de l'histoire. Pas d'embellissement, juste la vérité. Il n'avait pas besoin de ma colère pour la rendre convaincante. La trahison a parlé de lui-même. La réputation d'Arila a tourné H.
Ses clients de retraite se sont retirés. L'un de ses programmes d'affiliation l'a abandonné dans les 24 heures suivant la diffusion de l'article. Les sponsors ont tiré des partenariats. Même son instructeur de yoga a publié un message sur la séparation des liens avec des personnes qui exploitent la maladie à des fins personnelles. Je n'ai même jamais rencontré le gars, mais je lui ai presque envoyé une carte de remerciement. Je guéris encore. Mon corps n'a pas rebondi par magie parce que mes ennemis tombaient. Je devais encore me traîner à travers des traitements. Je me suis toujours réveillé avec une fatigue profonde des os et le goût métallique des médicaments sur ma langue. Mais maintenant, je ne rétrécis pas. Je ne m'évanouissais pas. Je reconstruisais tranquillement, régulièrement, avec chaque document déposé et chaque mensonge exposé. Je me sentais un peu plus fort. Un matin, je me tenais près de la fenêtre en tenant une tasse de thé que je me suis fait. J'ai regardé le Porsche, le même Porsche Ariel est sorti de l'assaut après que les écluses ont changé, et je ne me sentais plus hanté. Je me sentais ancré, seul, oui, mais entier. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de mourir dans ma propre maison. J'avais l'impression de y retourner. Francis a appelé cet après-midi avec la mise à jour que j'attendais. La date d'audience est fixée. Audience de restitution verrouillée et les charges. Fraude, détournement, tentative de blanchiment de fils et complot. Silas sera inculpé en contumace s'il ne le montrera pas. Et Arila, elle a accepté de comparaître. Ses avocats essayant de négocier un plaidoyer. Je ne me sentais pas triomphant. Pas dans le style du film, les poings levés dans le sens de l'air. Je me sentais juste résolu. Comme l'arche avait finalement été là où elle devait se plier. Cette nuit-là, j'ai ouvert le dossier Nitfall une dernière fois. J'ai parcouru le calendrier, les captures d'écran, la vidéo Stills, les relevés bancaires, les emails, le faux bail. Chaque dossier une empreinte de trahison, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait rage. J'ai simplement souri doux et fatigué parce que j'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas détruire. Pas un cas, pas une victoire. Moi ils ont essayé de m'enterrer sous des mensonges. J'ai essayé de siphonner chaque once de valeur de mon nom, mon héritage, ma vie. Mais j'étais toujours là, et tout ce qu'ils ont essayé d'effacer était à nouveau, plus grand que jamais. J'ai fermé le dossier et l'ai soutenu jusqu'à un dernier disque. Je l'ai étiqueté la paix parce que Nitfall avait fait son travail. La tempête était passée, et maintenant il était temps de se reposer. Pas parce que j'ai été vaincu, mais parce que j'avais déjà gagné. Ils étaient assis 3 rangées devant moi. Silas dans un costume de charbon bon marché qui ne convenait pas tout à fait bien et Arila en tout blanc comme si elle pensait que la pureté pouvait être portée comme un costume. L'ironie n'a été perdue pour personne dans la salle d'audience. Ses cheveux ont été retirés dans un chignon serré. Pas de maquillage, pas d'accessoires, juste une tentative désespérée de ressembler à quelqu'un qui digne de sympathie. Silas a continué à agiter. Il ne regarderait pas en arrière. Arila n'a fait qu'une seule fois. Ses yeux scannaient la pièce et m'ont trouvé assis dans le rang arrière, vêtu d'un costume de marine sur mesure, le genre qui ne correspondait pas seulement au corps. Il s'adapte au moment. Les boutons de manchette de ma mère brillaient contre mon poignet alors que je redressais mes manches. Je n'ai pas souri. J'ai juste regardé jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux. Il y a quelque chose de digne dans le silence. Les gens l'oublient. Tout le monde s'attend à ce que l'homme les écrit, pleure, provoque une scène. Mais je n'étais pas là pour les théâtres. J'étais là pour regarder la fin. Pas avec des feux d'artifice, pas avec rage, mais avec la finalité. Le juge est entré. La salle d'audience rose. Lorsque nous nous sommes tous assis, je laisse le poids de ce moment s'installer dans ma colonne vertébrale. Ce n'était pas seulement une audience. C'était le calcul. Le procureur a présenté le cas avec une clarté méthodique, a souligné le détournement de l'héritage, les transferts de bien-être falsifiés, les comptes offshore, la clinique frauduleuse. Chaque mot a atterri comme un clou dans un cercueil. Arila a tressailli une fois lorsqu'ils ont joué le clip audio. Sa voix est claire comme le jour, en disant « Il ne sera pas là beaucoup plus longtemps ». Silas regarda droit devant, sa mâchoire fléchie, mais sinon il ne bougeait pas. Je pouvais presque le sentir calculer les chances, en essayant de trouver un angle, une route d'évasion, mais il n'y en avait pas. Francis s'était assuré de cela. Puis vint leur déclaration. Silu est allé en premier. Il se leva lentement,
le visage vide et essaya de se peindre comme induit en erreur, mal informé, exploité spirituellement. C'était une performance faible. Bonjour, bégaya-t-il une fois. Le juge n'a même pas cligné des yeux. Ensuite, Arila se tenait. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Des excuses, peut-être une panne, mais elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas demandé. Elle vient de dire, je me suis perdu dans le chagrin. Simple, presque convaincant. Et pourtant, en la regardant, je ne ressentais rien. Pas de haine, pas de tristesse, pas même de pitié, juste de la distance. Comme si je regardais quelqu'un que je lisais une fois, pas quelqu'un qui a dit une fois, pour toujours, la main enveloppée dans la mienne. Lorsque le verdict a été lu, les mots ne sonnent pas comme de la musique. Ils ont atterri comme une ponctuation. Silas, coupable de complot, de fraude par filet de tentative de blanchiment. La condamnation a retardé l'attente d'une enquête plus approfondie, mais le jugement était clair. Arila, coupable de manipulation et de fraude des actifs conjugaux, a convenu de la restitution intégrale. Une peine avec sursis en attendant l'achèvement de la restitution mandatée et de la reddition officielle de toutes les réclamations financières. La voix du juge n'a pas augmenté. Il n'en avait pas besoin. Ce qui est venu ensuite était silencieux. Ils se sont retournés pour partir, escortés par leurs avocats. Arila me regarda à nouveau, plus lent cette fois. Ses lèvres se séparaient comme elle pourrait dire quelque chose. Je lui ai tenu le regard, je ne lui ai rien donné. C'était elle qui cligna des yeux en premier. Quand ils sont sortis, ce n'étaient pas des menottes ou des projecteurs. C'était pire. Ils sont sortis petits, invisibles. Tout ce qu'ils ont essayé de s'appuyer sur les os de mes souffrances s'était effondré, et maintenant il n'était plus que deux personnes que personne ne voulait savoir. J'ai attendu que la pièce soit presque vide avant de me tenir. Francis s'est approché et a applaudi une main sur mon épaule. « Tu es bien ?» il a demandé. J'ai hoché la tête. Je le serai. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus. À l'extérieur du palais de justice, le ciel était couvert, mais l'air était chaud. Le genre de journée qui ne vous demande rien. Je suis monté sur le trottoir et j'ai fermé les yeux pendant un moment. J'ai senti la brise sur mon visage. Je ne pensais pas au passé. Je ne rejouais pas la trahison ou les nuits où je me suis assis dans un fauteuil inclinable, me demandant si je me sentirais à nouveau comme un homme. Je pensais à l'avenir, à la paix, au calme qui vient après la guerre. Le dernier scan était venu en 2 jours avant l'audience. Je n'avais dit à personne, pas même Francis. Je voulais garder ce moment à moi. L'oncologue avait regardé l'écran, puis moi, puis de retour à l'écran. « Vous êtes en rémission, Miles ?» a-t-il dit, presque surpris. Il n'y a aucun signe de progression. J'avais hoché la tête. N'a pas dit grand-chose. Je lui ai simplement serré la main et je suis sorti de cet hôpital comme si je marchais au soleil. Maintenant, debout à l'extérieur de la salle d'audience, je me laisse le sentir pour la première fois. Pas seulement un soulagement, mais la victoire. J'avais survécu. Pas seulement la maladie, pas seulement la trahison, mais le creux, l'effacement. J'avais traversé chaque couche de perte. Et maintenant, je me tenais plus grand, plus fort, plus moi-même que je ne l'ai jamais été. Je me suis dirigé vers le café de l'autre côté de la rue et je me suis assis à une table près de la fenêtre. Café noir commandé, pas de sucre. Le barista sourit et j'ai souri en retour. Ce n'était pas forcé. C'était réel. En attendant, j'ai ouvert mon téléphone. Pas de message d'Arila. Rien de Silu. Juste un texte de ma sœur. Fier de vous. Maman serait aussi. J'ai regardé ces mots et j'ai senti ma gorge se resserrer un peu. Pas dans le chagrin. En gratitude, parce que c'était la vraie victoire. Pas la salle d'audience, pas la restitution, pas même la rémission. C'était en sachant que je ne les avais pas laissés prendre les meilleures parties de moi. J'ai fini mon café lentement, en regardant les gens passer à l'extérieur, en me précipitant vers des réunions, en portant des courses, en riant dans les téléphones. Le monde ne savait pas ce que j'avais survécu, et cela n'en avait pas besoin. Je le savais et c'était suffisant. Quand je me suis finalement tenu pour partir, j'ai ajusté mes manches et boutonné ma veste. Les boutons de manchette de ma mère ont de nouveau attrapé la lumière, polis, argentés, sculptés avec les initiales qu'elle m'a dit une fois que quelque chose signifierait longtemps après son départ. Elle avait raison, parce que la vengeance n'est pas de rage.
Il s'agit de monter. Et je ne m'étais jamais tenu plus grand.